vais enlever la présentation. Oui, c'était pour laisser la parole. Non. Ça y est, je crois que Dr Barnet est fin prêt. Donc, on va pouvoir commencer cette présentation et après, pour qu'on puisse avoir un petit moment de partage. Ok, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Donc, ce soir, je vais partager avec vous les enseignements qu'on a pu tirer de la prise en charge du Covid et surtout s'attarder sur la problématique liée à cette notion de Covid long qui, on va le voir et puis surtout, on va pouvoir partager ensemble, se trouve être une problématique face à laquelle, même si on peut sembler parfois démuni, on a quelques solutions à proposer. Donc là, je suis en mode partage. Normalement, tout le monde peut voir. Donc, on va débuter un peu cette soirée avec l'état de l'art, un peu, ce qu'on connaît de la bibliographie et de la physiopathologie liée à cette notion d'état post-Covid ou de Covid long. Donc, dans la bibliographie, on a pas mal de revues qui nous apportent des éléments chiffrés sur l'impact de cette problématique de santé. On retrouve dans cette publication qui fait état d'un nombre assez important de personnes victimes de symptômes persistants du Covid et de séquelles donc, qui sont importantes, avec un symptôme principal qui était retrouvé, déclaré comme étant de la fatigue par les patients victimes, mais on retrouvait aussi des séquelles qui perduraient au long cours, qui pouvaient être soit l'objet des conséquences de forme grave du Covid, mais pas uniquement, puisqu'on retrouvait des fibroses pulmonaires, des complications à type de maladies veineuses thromboemboliques, des AVC, des infarctus du myocarde, une notion de brouillard cérébral, des troubles de l'humeur, des altérations cutanées, et on commence à se poser la question à cette époque de savoir est-ce qu'il y a des facteurs favorisant cette situation de persistance de complications liées au Covid. Alors, cette revue nous plonge d'emblée sur le côté multi-organe de l'atteinte et des symptômes persistants, puisqu'on voit que finalement, quasi tous les organes du corps peuvent être touchés et atteints par cette problématique qu'on va détailler un peu dans cette présentation. Le mécanisme qui sous-tend la persistance de ces symptômes qui va faire le lit de cette maladie qu'on va décrire comme le Covid long, sont pas formellement identifiés, mais des théories sont invoquées pour expliquer pourquoi on peut être confronté à des phénomènes persistants. Donc, c'est l'expérience tout d'abord du SARS-CoV-1 en 2003 qui met en évidence cette problématique liée très probablement aux récepteurs ACE2, qui se trouvent être des récepteurs ubiquitaires et pour lesquels la protéine spike, qui est un des déterminants de ce virus, va avoir une affinité assez importante. Et donc, finalement, on peut commencer à expliquer pourquoi on a ce florilège de symptômes, parce que ce récepteur ACE2, finalement, va se retrouver dans de nombreux endroits dans notre corps et finalement induire un nombre de conséquences potentielles assez importantes. Une autre théorie qui est évoquée est une notion de toxicité directe, parce que la connaissance des virus nous permet d'évoquer ce mécanisme-là, lié au fait que les cellules, les organes qui vont être atteints par une prolifération virale, vont être l'objet aussi de complications et de dysfonctionnements d'organes qui vont se manifester plus tard par des symptômes. On a une notion liée probablement aussi à la dysrégulation du système immunitaire. Là aussi, cette théorie, elle est inspirée du fait que dans cette pathologie, on a observé des orages inflammatoires avec des réactions, voire des surréactions du système immunitaire qui ont là aussi conduit à des complications. Et donc, voilà les trois théories que l'on retient pour tenter d'expliquer pourquoi on a ces formes si graves de Covid, mais surtout pourquoi on peut être confronté à des séquelles importantes ou des persistances de symptômes. Réparties dans les organes, finalement, ces manifestations vont prendre des formes différentes. Sur le système pulmonaire,
on observe, grâce aux études qui font état des persistances des symptômes, des dyspnées qui vont perdurer au-delà de 2 mois, entre 23 et 53%, des dépendances à l'oxygène, que nous, on a bien observé aussi chez nos patients dits guéris, puisqu'on avait cette notion de guérison au-delà de 10-12 jours pour la plupart des patients, mais pour autant, ces patients gardaient une dépendance à l'oxygène, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans la littérature pour en particulier les patients qui avaient bénéficié d'une prise en charge hospitalière. Des patients qui témoignaient d'une dépendance à la VNI, donc dans une étude espagnole, en particulier avec des patients qui avaient eu des formes sévères et qui avaient été trachéotomisés. On retrouve un certain nombre de patients qui gardaient une dépendance à cette aide à la ventilation. Au niveau des EFR, une étude chinoise montrait des patients avec des formes peu graves qui, au-delà de 3 mois, gardaient des anomalies au niveau des épreuves fonctionnelles respiratoires, en particulier sur une notion de transfert des gaz, puisque c'est la baisse de la DLCO qui était le facteur le plus marquant sur les EFR. Donc, ce qui laisse entendre qu'on a des patients qui se retrouvaient avec des EFR quasi normales, mais qui gardaient un trouble du transfert des gaz. Et on verra comment ça va se retentir sur le quotidien des personnes. Au niveau des scanners, eh bien, les personnes qui ont présenté des infections graves gardaient des séquelles, alors qui prendront la forme soit d'évolution de type tissu fibrosique, avec une chaîne de dégradation liée à l'accumulation de cellules et de médiateurs pro-inflammatoires qui vont excusez-moi, induire cette fibrose qui, avec le recul, le plus souvent régresse, mais on a malheureusement des patients qui gardent des séquelles fibrotiques. Et puis, excuse-moi, je vous ai l'accumulation de microtrombes qui vont induire des troubles durables de la vascularisation, des nécroses et une perturbation de la qualité de l'organe qui permet de faire cet échange des gaz. Donc, on observe finalement la nécessité pour certains patients d'opérer des suivis en sortie d'hospitalisation avec un suivi spécialisé en pneumologie. Pour ceux qui ont des symptômes persistants, la nécessité de documenter des anomalies à l'EFR, réaliser des tests d'effort, des tests de marche de 6 minutes en particulier, et parfois, selon l'appréciation du pneumologue, la nécessité de refaire des scanners pour documenter l'existence de séquelles durables parenchymateuses ou d'évolution fibrotique. Donc, cette notion qui a été maintenue par les pneumologues puisqu'ils ont organisé sur le CHU une prise en charge avec un hôpital de jour qui permet de documenter ces problématiques-là avec des personnes qui auraient des symptômes respiratoires persistants. On retrouve aussi une atteinte du système cardiovasculaire avec en particulier des symptômes prédominants comme les douleurs thoraciques ou les palpitations qui sont retrouvées chez 21% des patients et 9% pour les palpitations. Une notion un peu atypique, mais qui n'est pas spécifique du Covid, qui est décrite comme le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, qui est un phénomène proche d'une dysautonomie et qui se manifeste littéralement par une accélération au changement de position de la fréquence cardiaque et qui peut être mesurée objectivement, mais pour laquelle il n'y a pas de lien spécifique avec le Covid, mais une prévalence importante chez les patients qui présentent des troubles post-Covid. Pour ce qui concerne les problématiques comme les myocardites, eh bien, ce sont cette étude-là qui a été réalisée chez des personnes relativement dénuées de comorbidité, retrouvait des signes à l'IRM de myocardite sans qu'il n'y ait pourtant de manifestations importantes. Donc, c'est pour dire que c'est une notion qui a été évoquée par au cours de la prise en charge Covid comme étant une complication, mais qui n'est pas si importante que ça et qu'on ne retrouve pas au long cours chez les personnes qui présentent des symptômes persistants du Covid. Et là, le phénomène s'explique aussi par l'affinité spécifique du spike pour le récepteur ACE2. En ce qui concerne les traitements, parce que c'est une question qui a été posée sur l'impact des traitements et les indications à maintenir certains traitements, il n'a pas été retrouvé dans les études qui ont été menées de notions d'adaptation avec les médicaments qui ont pour cible le système rénine-angiotensine ou l'implication des statines.
Concernant le système hématologique, on retrouve des complications, notamment des thromboses. Alors, on en a beaucoup parlé. Je pense que parmi d'entre vous, vous en avez beaucoup eu à gérer. Dans le phénomène aigu, on retrouvait de nombreuses problématiques de coagulopathie qui sont liées à ce phénomène inflammatoire et cet orage inflammatoire. Donc, la question qui s'était posée, c'est la nécessité de prolonger les traitements à prophylaxie à visée antithrombotique. Et les études qui ont été menées n'ont pas montré d'intérêt à prolonger de manière inhabituelle la prévention des maladies thromboemboliques. Donc, on reste sur des recommandations des recommandations classiques parce que finalement, le risque de faire une maladie thromboembolique n'était pas plus important au-delà du premier mois. Sur l'atteinte neuropsychiatrique et neurologique, eh ben, on retrouve aussi des symptômes liés à cette problématique de l'affinité au récepteur ACE2. Mais les symptômes principaux qui sont révélés sont la fatigue, la notion de faiblesse musculaire, de fatigabilité, d'insomnie, de myalgie, de céphalée et de troubles sensoriels comme la perte de l'odorat et la perte du goût, qui étaient retrouvés chez un peu plus de 10% des patients. Une notion d'anxiété et de dépression retrouvée chez 23% des patients. Et puis, dans une autre proportion, on retrouvait dans une étude, pour des patients qui avaient bénéficié d'une hospitalisation, l'existence de syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que c'était lié aux conditions d'hospitalisation ou à la maladie elle-même? Il n'empêche que c'était une réalité. Et puis, 30% de dépression, 42% d'anxiété, 40% d'insomnie. C'est des choses qu'on retrouvait nous aussi dans la prise en charge des patients et qu'on reverra aussi dans la notion de Covid long. Donc là encore, on a cette notion de prédominance neurologique qui pourrait expliquer cette fragilité majorée chez les patients en plus du contexte que l'on connaît tous. Dans les autres types d'atteintes neurologiques, on retrouve cette notion de fatigue et de troubles cognitifs, donc exprimés par les patients comme une notion de brouillard cérébral, une perte d'efficacité, troubles de la concentration et une multitude de symptômes qui finalement ont du mal à trouver leur place avec d'autres explications, mais qui sont assez fréquentes. Et puis une autre thématique d'intérêt représentée par la notion de neuropathie des petites fibres, avec les deux types de contingents qui peuvent être touchés. Le contingent végétatif qui va se manifester principalement par la notion dysautonomie, qui cliniquement peut être révélé par une hypotension orthostatique, par une tachycardie inadaptée, une hyperventilation, la notion de malaise post-effort ou de malaise inexpliqué, qui là vont aussi induire une dérégulation des paramètres vitaux à l'effort en particulier. Et puis sur le contingent somatique, des manifestations à type de douleurs neuropathiques, mais plutôt atypiques dans le sens où elles sont quasi restreintes aux extrémités, donc la plante des pieds, la paume des mains avec une sensation de brûlure évoquée par les patients, qui change un peu des présentations classiques des douleurs neuropathiques et avec la particularité d'avoir une absence de troubles sensitifs associés et une systématisation qui n'est pas celle qu'on observe classiquement comme chez les patients diabétiques ou chez les patients atteints de neuropathie longueur dépendante. Pour le plan dermatologique et pour les autres manifestations, on retrouve une multitude de symptômes qui, là encore, vont témoigner de ce lien entre Spike et le récepteur ACE2, puisque ce sont des organes dans lesquels on va retrouver ce récepteur. Sur le côté nephrologique, on retrouve des patients porteurs d'insuffisance rénale aiguë qu'on aura à prendre en charge, parfois allant jusqu'à la dialyse en cours d'hospitalisation pour les formes les plus sévères. Et le mécanisme évoqué est le plus souvent la nécrose tubulaire aiguë. Sur le plan dermatologique, il peut y avoir une multitude de manifestations avec des éruptions cutanées, des exanthèmes maculopapulaires, des éruptions papullovésiculaires, une notion d'alopécie qui est retrouvée chez les patients qui vont présenter aussi d'autres symptômes persistants. Sur le plan métabolique, c'est surtout du déséquilibre glycémique qui aura été retrouvé, en particulier en phase aiguë, parce que ce sont des patients qui vont bénéficier de traitements qui vont avoir une action sur le métabolisme des glucides, mais ce qui est un peu plus inattendu, c'est la persistance de ce déséquilibre avec des formes de complications sur le long terme.
Et puis, des patients qui vont présenter des symptômes gastro-entérologiques qui vont être variables, mais en particulier des diarrhées, des notions de nausées, vomissements, douleurs abdominales, perte d'appétit. Mais ils sont difficiles aussi à classifier puisqu'on imagine assez facilement l'intrication avec d'autres symptômes et le caractère aspécifique qui ne va pas signer un Covid long, mais que l'on peut être amené à retrouver dans les formes persistantes de Covid. On a une notion de myalgie et d'arthralgie qu'on retrouve là et que j'avais déjà évoqué dans la notion de neurologie, qui est important à retenir parce que finalement, le mécanisme, il est difficilement classifiable parce que ce ne sont pas des douleurs pour lesquelles on va retrouver un substrat physiopathologique facile à identifier. En particulier, pour les arthralgies, on ne va pas retrouver d'arthropathie inflammatoire. Pour les myalgies, on va rarement trouver une systématisation qui va être évocatrice d'une autre pathologie. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on va être amené à réfléchir à cette problématique de Covid long qui, finalement, va sortir un peu des cadres classiques et nous amener à réfléchir à cette entité nosologique sur laquelle on débat ce soir. La problématique du Covid long chez l'enfant. En aigu, ce qu'on a vu avec le Covid, c'est les réactions inflammatoires, donc le syndrome inflammatoire multisystémique de l'enfant, qui pouvait être présenter des formes graves, mais qui est relativement rare. Et puis cette notion de Covid long qui peut se présenter aussi chez les enfants, mais en particulier les enfants plus proches de l'adolescence, avec des manifestations comme aussi la fatigue, les malaises post-effort, les dysfonctionnements cognitifs, les pertes de mémoire, les céphalées évoquées, les troubles du sommeil, les notions d'essoufflement à l'effort, qui vont impacter finalement une population. Parmi celles qu'on observe le plus facilement, c'est la population qui va être la plus active et finalement la plus sportive parce que c'est eux qui vont témoigner d'une perte de compétences la plus marquée. Et donc, il faudra être attentif chez ces jeunes qui peuvent présenter aussi des symptômes comparables à ceux qu'on retrouve chez l'adulte. Une notion aussi qui est évoquée, que l'on retrouve dans d'autres pathologies comme l'insuffisance cardiaque, qui touche une notion qu'on définit comme l'ergoréflexe. En fait, l'ergoréflexe, c'est une association, c'est un réflexe normal d'adaptation à l'effort, donc qui est déclenché en particulier quand on va solliciter davantage le corps, et en fait qui est faite de l'association de métaboréflexe et de mécanoréflexe, qui, quand on va augmenter l'activité physique, donc on va augmenter par les métabolites de dégradation et aussi la stimulation périphérique au niveau musculaire et tendineux, va induire un signal d'augmentation des capacités à l'effort. Et finalement, le dérèglement de cet ergoréflexe va induire un manque d'efficacité dans ce système de régulation qui va conduire à un déconditionnement à l'effort, avec parfois un essoufflement et puis une notion de fatigue qui va être évoquée. Et en fait, ce qu'on va observer pendant le Covid long, c'est que finalement, cette dérégulation à l'effort ne va plus être uniquement induite à l'effort, mais dans le moindre effort du quotidien. Et finalement, chaque situation de la vie courante va devenir fastidieuse et très coûteuse en termes de régulation et en termes de consommation d'énergie, et du coup va se témoigner par cette perte d'efficacité dont les patients auront à vous parler assez fréquemment. Donc ça, c'était pour la partie physiopathologie. Je sais, est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Pour la suite, on va parler surtout de finalement quelles sont les modalités de prise en charge et puis comment sur le territoire on peut s'organiser pour proposer un parcours adapté à la prise en charge de ces patients. Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse 5 minutes de questions ou on enchaîne. Qu'est-ce que vous... On continue. Est-ce que vous avez des questions qui... On continue, on continue. Ah, il y a... Docteur Criquet peut-être. Non, j'étais en train de dire on continue. Tu l'entends? Tu entends, Anne? Oui, mais vous m'entendez pas quand je parle? On a en parlé aussi? Vous avez mis en parler? Oui, je pense que tout le monde m'entend. Oui, on vous entend, allez-y. Oui, je dis on continue. Ah, d'accord, ok. Allez, go.
Désolé, je manipule, voilà. Allez, c'est parti. Donc, la prise en charge du... C'est bon? Oui, oui. Ok. La prise en charge du Covid long, donc au vu de tout ce qu'on a observé comme phénomène possible, dans les études, qu'est-ce qu'on retrouve? Des chiffres qui sont assez importants puisque chez des personnes hospitalisées, on retrouvait plus de 70% de formes persistantes. Donc, ce n'est pas une situation anodine. Alors, on imagine assez facilement que ceux qui ont été hospitalisés ont fait des formes potentiellement plus graves et donc peuvent présenter soit la résurgence de symptômes liés à ce qu'on va définir comme le Covid long ou présenter aussi des phénomènes de séquelles liées aux complications qu'ils auront eues pendant la prise en charge. Donc, comme évoqué précédemment, la notion d'oxygénorequérance qui perdure au-delà du premier mois, la fatigue, toujours très représentée, la notion de dyspnée, et puis les plaintes cognitives pour plus d'un tiers de la population. Mais ce n'est pas que chez les personnes hospitalisées qu'on va retrouver ce phénomène-là, et c'est pour ça qu'il est important de s'y attarder, parce que plus de 50% des personnes qui n'auront pas fait des Covid graves a priori vont présenter aussi des symptômes qui sont comparables à ceux qui auront fait les formes les plus graves. Donc 98% de fatigue, des douleurs musculaires évoquées, des dyspnées, une céphalée, pour des proportions assez importantes. Donc ça, c'est principalement les patients qu'on peut être amené à retrouver en ville et qui ne seraient pas passés par l'hôpital. Cette étude nous présente une cohorte qui est suivie avec quasiment des interrogatoires au jour le jour où les patients vont témoigner de l'évolution de leurs symptômes et de leurs plaintes. Donc sur ces 968 patients, on observe une moyenne d'âge de 48 ans, avec une majorité d'hommes dans cette étude. 35,1% étaient porteurs de comorbidité, avec uniquement 6% porteurs de pathologie pulmonaire chronique, 4% porteurs d'HTA, 7% avaient été hospitalisés et seulement 3,5% étaient pris en charge en soins intensifs. Donc finalement, c'est une population plutôt jeune avec des formes relativement peu graves. Donc, qu'est-ce qu'on observe chez ces patients-là? C'est qu'au cours d'un suivi de près d'un an, on a, donc c'est encore une fois un questionnaire, hein, c'est des patients qui répondent sur une plateforme, comment ils se sentent, est-ce qu'ils ont encore des symptômes? Et finalement, on retrouve au bout d'un suivi d'un an uniquement 15% des patients qui se déclarent en rémission totale. Donc, ça fait plus de 80% des patients qui, au-delà d'un an, gardent des symptômes, quel que soit le niveau d'importance des symptômes, quel que soit le niveau de gravité, mais finalement, une grande proportion de ces patients qui, au-delà d'un an, vont garder des symptômes liés à ce post-Covid. Concernant ces symptômes, donc dans le suivi, ce que l'on observe, c'est que finalement, on a un peu plus de la moitié des symptômes qui semblent diminuer dans le temps. Et parmi ces symptômes, on retrouve surtout la perte d'appétit, les troubles sensoriels et puis la toux. Ce sont les symptômes qui principalement vont diminuer. Pour d'autres symptômes, les patients évoquent pas de différence dans le temps, en particulier pour ce qu'ils évoquent comme un manque d'humour ou la dyspnée à l'effort. Au bout d'un an, c'est des symptômes qui pour eux n'ont pas diminué. Et puis, ils ont l'impression qu'il y a d'autres symptômes qui, eux, se majorent. Les douleurs ostéo-articulaires, en particulier au niveau du cou, au niveau du dos, la notion de paresthésie. Donc ça, c'est ce qui va les gêner le plus et qui va faire partie des symptômes qui semblent durer dans le temps. Encore une fois, c'est du subjectif, c'est du déclaratif, c'est les patients qui disent ce qu'ils ressentent. Sur l'évolution globale, finalement, on observe que du jour 60 au jour 180, on a une diminution progressive du ressenti de la maladie avec les patients qui déclarent finalement la disparition des symptômes. Et puis finalement, donc on observe bien sur les courbes là qui sont présentées. Je ne sais pas si vous voyez la flèche, mais en tout cas, vous voyez un peu les courbes. On a l'impression que les symptômes diminuent. Et puis, finalement, on a une petite résurgence sur la fin du tiers. Et c'est les patients qui, donc là encore une fois, je répète, c'est du subjectif, donc qui ont une perception de majoration, soit du ressenti, soit des symptômes réellement, mais en fait, qui nous ramène à cette notion de potentiel ressenti de chronicisation
Donc, c'est les patients finalement qui sont gênés parce qu'ils s'attendaient à une guérison, à une diminution, une disparition des symptômes et finalement qui ressentent les symptômes décuplés. Donc, il est important de reconnaître cette dimension d'évolution de la maladie parce que finalement, ça va être important dans nos prises en charge parce qu'on va être obligé de se rapprocher de ce que l'on fait dans les maladies chroniques, donc avec une dimension d'éducation à la santé, d'explication aux patients du symptôme, pourquoi il est là, comment on le gère, comment est-ce qu'on l'aide à diminuer, que c'est pas forcément un médicament qui va le faire disparaître, mais le médicament peut aider à contrôler, etc. Donc tout ce que vous connaissez bien dans la prise en charge des patients porteurs de pathologies chroniques. Et donc parmi ces symptômes, ceux qu'on retrouve le plus, c'est effectivement la fatigue, la notion de toux, de tachycardie avec palpitations, qui ne sont pas forcément liées à des complications cardiaques, on l'a vu dans la première partie de l'exposé, les notions de dyspnée à l'effort, sans nécessairement qu'il y ait de désaturation, les douleurs avec plusieurs types de manifestations, les notions de douleurs thoraciques au repos ou à l'effort, pas forcément conditionnées par une sursollicitation, les céphalées, les douleurs musculaires ou articulaires, les notions de douleurs neuropathiques qu'il va falloir essayer de typer, les acouphènes, les vertiges, les troubles cutanés qui vont parfois être résurgents, qui vont disparaître et qui vont revenir, les troubles oculaires qui sont évoqués comme une notion d'irritation, les troubles digestifs, les troubles sensoriels, les difficultés de concentration, les troubles du sommeil, les majorations du sommeil avec des hypersomnies, des troubles urinaires qui sont plus rares, des atteintes aussi sur la libido, des notions de malaise à l'effort. Et au total, ce sont plus de 53 symptômes qui sont retrouvés comme pouvant faire partie de cette pathologie qu'est le Covid long. Donc, on va s'attarder rapidement sur d'autres symptômes qui sont finalement retrouvés dans d'autres pathologies, mais qui peuvent être diagnostiqués aussi dans cette notion de Covid long. C'est la dimension de fatigue chronique, qui est une entité qui est relativement bien décrite, qui doit être retenue, enfin gardée en tête, on doit la retenir avec des signes qui sont assez bien décrits, comme une fatigue décrite comme handicapante, la notion de malaise post-effort qui peut s'exprimer jusqu'à 12 heures après l'effort, la notion d'exacerbation des autres symptômes et la déclaration d'un sommeil non réparateur. Donc ça, ce sont des éléments qui permettent de poser le diagnostic de syndrome de fatigue chronique, qui est une entité qui est décrite et qui toucherait entre 0,2 et 0,4% des Européens. Donc si on devait le rapporter à la Martinique, ce serait entre 800 et 1600 patients. Donc c'est une entité à prendre en considération parce que parfois, quand on met des mots sur les choses pour les patients, ça aide aussi à bien considérer les choses et à aider à la prise en charge. La notion de brouillard cérébral, décrite principalement par les patients, on garde ce terme parce que finalement, on n'est pas en capacité d'objectiver une altération cognitive durable. C'est parfois des choses qui sont passagères, qui peuvent être intriquées avec des troubles anxieux, des troubles dépressifs, mais qui est assez souvent évoqué par les patients, puisque dans les études, on retrouve entre 50 et 80% des patients qui déclarent cette problématique. C'est important de la garder en tête parce qu'on a retrouvé aussi des études sur lesquelles les scintigraphies mettaient en évidence des altérations au niveau du parenchyme cérébral. Donc, il peut y avoir des vraies altérations au niveau du système nerveux central, dont la manifestation pourra être cette notion de brouillard cérébral. La notion dysautonomie, alors là, c'est une entité un peu particulière parce qu'elle peut se manifester de différentes façons. Donc, les éléments évocateurs peuvent être des sensations de vertige, des sueurs diurnes ou nocturnes, inexpliquées par autre chose, des notions de tachycardie ou de bradycardie inhabituelles, nausées, vomissements, fuites urinaires, troubles de la régulation thermique, modification de la coloration cutanée. Tout ça, ce sont des signes qui sont évocateurs de dysautonomie. La dysautonomie, le lit principal, c'est la dysrégulation végétative des deux grands contingents du fonctionnement du système nerveux autonome, la voie sympathique ou la voie parasympathique, et qui là vont s'exprimer de différentes façons selon la dérégulation qui va les toucher. Les atteintes végétatives comme le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, la définition, c'est une augmentation de la fréquence cardiaque de plus de 30 battements par minute dans les 10 minutes consécutives à un changement de position lors de la verticalisation en particulier, sans notion de polypnée ou notion de désaturation.
Donc, elle va se manifester assez facilement à l'effort avec un patient pour lequel on va enregistrer des paramètres vitaux qui vont être majorés. Mais là encore, c'est une notion assez difficile à maîtriser puisque les diagnostics différentiels sont très nombreux, mais il faut essayer autant que possible de s'appliquer à écarter des choses. Donc, quand ce sont des patients qu'on connaît, eh ben, on sait assez rapidement dans quelle case on peut les mettre et garder en tête, en tout cas, cette notion de syndrome de tachycardie orthostatique posturale, donc on appelle le POTS aussi, vous entendrez parler de ça, le POTS. Donc, gardez en tête cette notion de POTS qui peut accompagner d'autres symptômes et intégrer cette présentation de Covid long. Dans les dysautonomies, ben, malheureusement, on n'a pas grand-chose à faire, comme en particulier pour cette hypotension orthostatique. Ben, on a des mesures générales qu'on va recommander aux patients parce que ce sont aussi des mesures qui ne sont pas difficiles à mettre en œuvre. Donc, autant que possible, garder les mêmes indications classiques qu'on a l'habitude d'utiliser pour les patients qui vont souffrir de l'hypotension orthostatique, en plus de ce qu'on va proposer en prise en charge générale. Donc ça, ces recommandations, vous les connaissez. Hydratation abondante, majorer les apports sodés dans la mesure du raisonnable par rapport aux comorbidités, bien entendu, le port de bas de contention, et puis toutes ces mesures que vous recommandez à vos patients habituellement, ben, il va falloir les mettre en avant. Et puis, les inviter aussi à la pratique d'une activité physique régulière, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. On a un score aussi qui nous permet d'identifier une notion qui est décrite comme un syndrome d'hyperventilation. Donc, ce sont ces patients qui, au cours d'un effort, vont déclencher une polypnée, une hyperventilation. Donc, le score de Nijmegen est maîtrisé le plus souvent par les kinés. Assez souvent, ils l'utilisent et le maîtrisent. Parce que pendant cette période Covid, on a été aussi amené à faire la part des choses entre une problématique de désaturation à l'effort, de troubles de la ventilation et cette dimension dysautonomique de syndrome d'hyperventilation. Il fallait aussi l'identifier, d'autant plus qu'on était confronté à des patients qui, dans les formes graves, sont rentrés dans la maladie par cette notion d'hyperventilation. Donc, l'accumulation de problématiques thymiques, anxieuses, qui va peut-être à la pratique de l'effort les ramener à cette notion d'hyperventilation et donc les rappeler à cette période de maladie aiguë, peut être un facteur limitant pour la pratique d'un effort. Donc, il était important aussi de identifier la part thymique de ce que ça pouvait être, la part dysautonomique, pour pouvoir les accompagner au mieux et voir, si nécessaire, les accompagner vers une prise en charge psychologique. Il y a la notion d'atteinte parenchymateuse avec les patients victimes de fibrose pulmonaire pour lesquels les pneumologues sont les meilleurs partenaires pour la prise en charge. Donc, il est important de retenir que ça peut exister. Le plus souvent, ils sont suivis par le pneumologue. Les EFR pouvaient être normales. On pouvait retrouver des syndromes restrictifs, des majorations de syndromes obstructifs, mais ce n'était pas l'essentiel des anomalies retrouvées aux EFR. C'était surtout la réduction du transfert des gaz, donc avec la réduction de la DLCO. Les techniques qui ont montré leurs bénéfices en kinésithérapie, c'était s'adapter aux symptômes présents. Un patient qui était très producteur nécessitait du drainage bronchique et de la kinésithérapie respiratoire sur le même modèle que les patients victimes de BPCO. Et puis, la notion du reconditionnement à l'effort qui a montré son bénéfice dans les prises en charge de la fibrose pulmonaire. Donc, en kinésithérapie, une rééducation respiratoire peut être indiquée et le reconditionnement à l'effort combiné qui ne va pas aider à guérir la fibrose à proprement parler, mais qui va permettre au patient d'améliorer sa qualité de vie en ayant une meilleure gestion de l'effort. Les troubles thymiques et les troubles cognitifs, dans la prise en charge, il est important de pouvoir se donner les moyens de les dépister parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées principalement et que du coup auxquelles vous avez pu être confrontés dans la prise en charge des patients, qui peuvent induire des troubles anxieux, des troubles dépressifs pour lesquels des outils de dépistage existent. Après, des réorientations vers des spécialistes peuvent être nécessaires selon l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens et comment est-ce que ça peut réduire leur capacité soit à faire des efforts, soit à faire
leurs activités du quotidien, voire même jusqu'à reprendre une activité professionnelle et une réinsertion sociale, parce que on peut être confronté à des vrais développements de troubles anxieux généralisés ou de syndrome de stress post-traumatique qui nécessitent un accompagnement un peu plus poussé. Donc, on a eu aussi dans la littérature des informations sur les modalités de prise en charge et les recommandations. On peut les résumer ici en se disant que au-delà d'un mois, au-delà entre le premier mois et le troisième mois à la suite d'une infection, si on se pose la question du Covid long, eh ben, les éléments principaux, c'est d'écarter tous les diagnostics différentiels liés aux symptômes qui vont être présentés par le patient, rester attentif aux plaintes parce que même si elles sont parfois trop riches et mal exprimées par les patients, ben, elles peuvent être le lit de dysfonctionnement qu'on observe dans le Covid long. Tenter autant que possible de mesurer, objectiver les symptômes avec les outils en notre possession ou le référencement à des professionnels, pas des professionnels, mais des spécialistes d'organes, si les symptômes nous orientent vers une dysfonction d'organes. Et puis, tenter, autant que faire se peut, d'estimer le retentissement global sur le quotidien, sur les activités du quotidien, sur l'insertion sociale, sur le potentiel risque de non-retour à l'emploi, parce que finalement, c'est ce qui va impacter le plus nos patients. Et dans la prise en charge primaire, l'idée, c'est de faire cet inventaire-là, d'orienter vers les spécialistes d'organes si on a la conviction qu'on peut être face à une atteinte d'organes, avoir recours à tous les médicaments classiques en traitement symptomatique après qu'on ait fait le tour des dysfonctions d'organes, orienter dès que possible et dès qu'il y a une indication dans les prises en charge en rééducation, que ce soit en orthophonie pour les troubles sensoriels, en kinésithérapie pour les déconditionnements à l'effort, et ne pas hésiter à garder en tête cette notion de peut-être que c'est un Covid long et de réévaluer les patients pour voir la persistance des symptômes, parce qu'autant on peut en avoir qui vont réduire le symptôme, autant on sait qu'il peut y avoir des persistances sur des temps très longs. Donc, la nécessité pour les formes plus graves d'orienter vers une prise en charge holistique, intégrée dans un centre. Donc, ce que nous, on a pu proposer en MPR faisait partie de cette approche, parce que parfois, ça peut être, quand les symptômes sont très riches et très invalidants, ça peut être difficile à gérer, à coordonner en libéral et en soins primaires. Donc, il peut y avoir la nécessité pour certains profils de patients d'orienter vers des unités spécialisées. Donc, au national, c'est ce qui a été fait et c'est ce que nous aussi, on a pu proposer et qu'on propose encore pour la prise en charge des patients. Donc, pour avoir une évaluation pluridisciplinaire, un suivi coordonné, proposer un projet de soins, parce que quand on est face à des situations complexes, eh bien, on essaie de se donner une ligne de conduite parce qu'on sait qu'on n'a pas de facilité à guérir les patients, mais on leur propose donc un accompagnement pour une amélioration en essayant de se fixer des objectifs. Proposer la confirmation du diagnostic de Covid long, si tant est qu'il ait pu être difficile à le faire en amont. Initier cette notion d'éducation thérapeutique ou d'éducation à la santé, puisque on considère qu'on se positionne dans une situation de quasi-chronicité. Il faut donner aux patients les moyens de comprendre ce qui lui arrive et de maîtriser autant que possible les dimensions cliniques et fonctionnelles de cette maladie. Et puis, proposer une coordination sur le plan social et médico-social, puisque finalement, on se trouve déjà là à peu près à plus de 3 mois de la maladie. C'est des personnes qui n'auront pas forcément un retour à l'emploi aisé, puisqu'on parle là d'une population relativement jeune, ou en tout cas en âge de travailler, pour lesquels des compétences sont attendues au niveau professionnel et pour lesquels ils ne vont pas forcément être au rendez-vous, que ce soit de la capacité physique pour un agent d'entretien d'espace vert, capacité cognitive pour une personne qui va être sur du secrétariat, de la coordination multitâche avec des troubles de la concentration, des aides à domicile qui vont plus pouvoir assurer les efforts ou des longues journées. Donc, il y a un vrai retentissement professionnel, social, encore plus dans notre population où le risque de précarité, puisqu'on part déjà d'un niveau de précarité assez important, le risque de précarité et d'isolement va être majoré par la survenue de ce Covid long. Ah, pardon. Allez-y, docteur Tippel. Non, c'est pour après, c'est pour à la fin de l'exposé. Ah, d'accord. C'est pour la fin. D'accord.
Ah ouais, Alors, parce que donc la notion de chronicité nous amène à proposer aux patients des outils pour apprivoiser sa maladie, pour mieux la connaître. Donc, identifier les symptômes. Donc, c'est ce qu'on peut retrouver, chacun ses symptômes, et à nous d'essayer de faire le lien entre le Covid long et les symptômes présentés, exclure les diagnostics différentiels, et puis travailler avec le patient à reconnaître les conditions de survenue de ces symptômes. Alors, c'est en particulier le déconditionnement à l'effort, la dyspnée, les palpitations, pour qu'on s'assure que le patient comprenne ce qui lui arrive et essaye de gérer, un peu comme dans la douleur chronique, un peu comme dans les maladies qui sont invalidantes et pour lesquelles on n'a pas de solution toute faite. Identifier les facteurs influençant les symptômes. Eh ben, j'ai eu des palpitations quand je faisais mon ménage. Quand j'arrête, finalement, ça diminue. Et puis, si je suis amené à travailler un peu plus ou à porter des charges lourdes, ça majore mes symptômes. Et si on a écarté une cardiopathie ischémique, on sait que c'est potentiellement lié au Covid long. On va accompagner le patient sur la gestion de l'effort et sur l'identification de ses limites et l'amener à aller au-delà malgré soit la persistance des symptômes ou attendre la diminution pour continuer à rester actif. Et donc, amener le patient à comprendre ces éléments-là, peut-être lui donner des outils de mesure, un outil de mesure de la fréquence cardiaque, un outil de mesure de la saturation, si on est confronté à des baisses de saturation, ce qui a été souvent le cas en post-Covid. Donc, on a des éléments comme ça où on peut livrer aux patients des indices, des indicateurs de bonne santé ou de mauvaise santé, de bonne ou de mauvaise tolérance, et puis lui dire, là, c'est un signal d'alerte. Si tu te retrouves face à ça, même si on s'est dit que le cœur fonctionne relativement bien, parce que tu as vu le cardiologue, tu as fait les EFR, tu as fait l'échographie cardiaque, si tu as des palpitations, on ne s'inquiète pas si ça reste dans une telle mesure. Et si la fréquence cardiaque passe à 150-200, là, peut-être qu'il faut vraiment revoir le médecin traitant, revoir le cardiologue, etc. Et donc, pendant l'effort, éviter de flirter avec les 150-200 et à ce moment-là, lui donner les outils de compréhension et les signaux d'alerte. Donc, pour essayer autant que possible de rester dans un niveau d'activité en sécurité et en maîtrisant le risque. Mais pour cela, il faut l'avoir décrit, identifié et informer le patient pour qu'il puisse continuer à fonctionner et sortir un peu de cette torpeur du est-ce que je fais un infarctus, est-ce que je fais un AVC, etc., etc. Et recommandation générale, parce que ça a l'air de rien, mais quand on est face à ces situations pour lesquelles on n'a pas beaucoup de solutions, insister sur les choses un peu basiques, mais ça, je pense que c'est un peu votre quotidien. Et même si parfois c'est du rabâchage, dans ce contexte où finalement on dit il y a un dysfonctionnement du corps, le corps n'arrive pas à réguler la gestion de l'augmentation du besoin, la gestion de l'effort, il faut être encore plus attentif sur tout ce que vous pouvez maîtriser. Le sommeil, l'hygiène de vie au quotidien, l'alimentation, écarter les toxiques. Parce que même si ça n'a l'air de rien, si vous rajoutez de la charge de travail au corps, vous le mettez encore plus en difficulté. Réduire le stress autant que possible. Si on est dans des situations très importantes de stress, ne pas hésiter à consulter, etc., etc. Donc, tous ces éléments-là pour essayer de garder un niveau de base qui soit le plus sain possible, puisque au-delà de ça, on a des outils d'amélioration de la santé qui sont plutôt limités, on va dire, et qui nécessitent beaucoup de temps d'adaptation. Ça, c'est une slide surtout pour les kinés, parce qu'il y a des cotations qui existent, qui sont liées, et puis on sait que pendant cette période Covid, il y a eu des surcotations qui ont permis de faciliter ou de rendre un peu plus raisonnable la prise en charge des patients qui demandaient un temps particulier et des adaptations nécessaires. Les techniques de rééducation, donc la littérature, on retrouve quelques techniques qui marchent, mais on n'a rien de fondamentalement marqué pour changer le cours des choses. Donc, on va s'appliquer à utiliser tous les outils qui marchent face aux symptômes auxquels on est confronté. Donc, tenter en kinésithérapie respiratoire d'aller chercher le recrutement des plus grands volumes, diminuer l'impact du trouble anxieux en gérant la respiration, en gérant l'effort, en augmentant progressivement la charge de l'effort, en ayant une ventilation dirigée. Donc ça, c'est les kinés qui vont faire un travail sur les temps de respiration, expiratoire, inspiratoire. Ne pas hésiter à adapter les positions pour travailler. Si quand on est debout, ça demande trop d'énergie pour travailler, on travaille assis. Et comme ça, on augmente progressivement l'endurance en travaillant progressivement sur les appareils
de manière séquentielle, les membres supérieurs, puis les membres inférieurs, ne pas hésiter à travailler assis, etc., etc. Travailler avec le renforcement des muscles inspiratoires, si on utilise des dispositifs spécifiques, avoir recours au drainage bronchique quand on a des situations d'encombrement, mais qui sont plutôt peu fréquentes. Le travail à lèvres pincées, donc on s'inspire de la rééducation chez les BPCO, et donc encore une fois, on voit que tous les outils qui peuvent être utiles, eh bien, on va les mettre à profit pour essayer d'optimiser les capacités ventilatoires des patients. Le renforcement des muscles inspirateurs, alors soit on utilise des spiromètres, soit on utilise la ventilation dirigée, et ça les kinés savent bien faire, et il ne faut pas hésiter à recourir à tous les outils possibles. Donc la notion de stimulation diaphragmatique, elle est importante parce que finalement, on se retrouve face à des muscles qui vont être altérés. Et musculopathie ou neuropathie, et finalement l'approche, elle va être la même. C'est-à-dire qu'il va falloir redonner des capacités au système musculaire de refonctionner parce qu'il va être victime de cette dérégulation du corps qui va induire un dysfonctionnement qui va se manifester par le déconditionnement à l'effort. Et donc le diaphragme, même si c'est un muscle qui est sous une stimulation végétative, eh ben, il va être victime aussi de cette neuropathie ou de cette musculopathie. Donc il va falloir l'aider à se reconstruire en le guidant, en ayant une approche progressive dans le renforcement et dans la stimulation. Donc les spiromètres peuvent être utilisés avec différentes modalités, en inspiration, en expiration, qui vont être des outils pour guider le patient et aussi parfois être des outils pour l'auto-rééducation. Une fois qu'on aura fait quelques exercices avec le patient, eh bien, on va varier les modes ventilatoires, on va varier les contraintes pour essayer de l'amener à une meilleure gestion, et en particulier dans le syndrome d'hyperventilation, puisque cette dérégulation va être marquée par une accélération du rythme ventilatoire. Et donc, il va falloir essayer d'identifier tous les phénomènes qui vont conduire à cette hyperventilation. Et si on n'arrive pas à les maîtriser ou on n'a pas d'outils, on n'a pas d'emprise là-dessus, et bien trouver une approche mécanique pour stopper cette hyperventilation. Et parfois, les spiromètres vont être un outil. Et bien sûr, l'apport indispensable de toutes les techniques possibles de relaxation, l'aide de la sophrologie et toutes les méthodes de méditation qui peuvent aussi aider pour certains patients. Le déconditionnement à l'effort, aussi si fréquent dans le Covid long, va nécessiter d'intégrer la dimension, de s'assurer bien sûr de l'absence de tout dysfonctionnement d'organes, cardiaque, respiratoire, neurologique, musculaire, s'assurer d'avoir écarté tous les risques potentiels liés à ces dysfonctionnements d'organes, pas de cardiopathie ischémique, pas d'insuffisance respiratoire. S'il y a une obésité, rechercher le syndrome obésité, hypoventilation. Le patient qui est tabagique, documenter le risque cardiovasculaire. Le patient asthmatique, optimiser son traitement. Et une fois qu'on a fait toute cette partie potentielle de dysfonctionnement d'organes, amener le patient à un reconditionnement progressif à l'effort, lutter contre la sédentarité, autant que possible documenter les capacités. Donc ça, on le fait nous en rééducation, mais beaucoup de kinés en ville peuvent être amenés à faire des tests de marche. On va avoir des éléments durs, des éléments objectifs. Un test de marche de 6 minutes, c'est le périmètre maximum pendant 6 minutes. Donc si on arrive à augmenter de 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres au cours du temps, ce sont des indicateurs d'amélioration. Une échelle de Borg qui permet d'évaluer la tolérance à l'effort. Parfois, ça peut aller plus loin jusqu'à la réalisation de tests d'effort métaboliques avec VO2 ou avec les cardiologues. Et puis, bien identifier les patients qui sont sujets au syndrome d'hyperventilation, à l'hypotension orthostatique ou au syndrome de tachycardie posturale pour lesquels il va falloir adapter la prise en charge. Dans la notion d'intensité à l'effort, on va recommander de ne pas induire une montée en charge trop importante parce qu'on va miser plutôt sur l'endurance, sur la longueur, sur la progression de l'effort, sur le fait de faire perdurer l'effort le plus longtemps possible plutôt que de miser sur ce qu'on fait classiquement en attendant une récupération rapide en disant on va monter la charge progressivement, comme ça on va lui permettre de récupérer vite. En fait, dans le Covid long, on ne cherche pas à récupérer vite, on cherche à
investir sur la durée, sur l'autonomisation du patient. Donc, la montée en charge ne va pas être importante. On ne va pas rechercher la progression en termes de charge, mais plutôt en termes de durée, en termes d'endurance. Juste à titre indicatif, on dit qu'on peut travailler autour de 3 équivalents métaboliques, donc 3 mètres. C'est pas une charge importante, mais ces patients, ils sont déconditionnés et le moindre effort va les mettre en situation d'échec. Et donc, il faut rester sur des niveaux de charge pas importants. Une fréquence d'auto-activité 2 fois par jour. Donc, ça peut être du fractionné, mais ça doit être régulier, si possible à distance des repas. Ça, c'est des recommandations générales, mais les séances de kinésithérapie sont des moments privilégiés où le professionnel va prendre le temps d'expliquer au patient et va adapter les recommandations aux capacités du patient, avec la possibilité aussi de faire des petites séquences dans ce qu'on appelle l'activité fractionnée, des exercices intermittents qui vont permettre d'adapter l'effort. Travailler sur l'équilibre. Donc, tout ce qui est bon pour stimuler le corps va être utilisé sans rechercher la montée en charge, sans rechercher sans rechercher à forcer la pratique de l'effort. La notion d'adaptation, on en a parlé. Une adaptation très progressive, renforcement musculaire séquentiel. Là où on pourrait faire des exercices mixés, où on demanderait de faire beaucoup de choses en même temps, pour ces patients-là, on va séquencer en travaillant sur les membres supérieurs, les membres inférieurs, la respiration, en mettant en place des programmes de prise en charge, si possible en monitorant avec la mesure des paramètres vitaux, qui va permettre de donner au patient des indications sur son progrès, sur son évolution, le familiariser parfois à certaines échelles qui vont lui permettre de toucher du doigt un peu son progrès et informer sur la notion de malaise post-effort, donc pour que le patient apprenne à connaître son corps, à prévenir des situations de malaise, des situations de chute. La notion de douleur articulaire, elle est importante aussi à intégrer parce que elle va être liée soit aux séquelles, soit aux manifestations tardives du Covid, donc avec les formes persistantes. Elle peut être liée aux atteintes neurologiques avec un patient qui aura eu des installations dans des mauvaises postures avec une ankylose. Elle peut être liée à des douleurs musculaires lors de l'activité. Elle peut être manifestée sur des mobilisations passives en lien avec l'immobilité prolongée. Et puis, on peut avoir, donc ce que j'ai dénommé comme désordre articulaire, mais ce sont des patients qui vont avoir des atteintes neurologiques au début, des neuropathies de réanimation, des séquelles neurologiques qui vont récupérer dans un ordre qu'on va considérer comme non physiologique et qui vont majorer des charges sur certaines grosses articulations comme les épaules, comme les genoux, où en fait le système ostéo-articulaire ne va pas s'activer de manière harmonieuse. Donc, on va avoir des articulations qui vont être sursollicitées, des tendons sursollicités. Et donc, on va avoir des manifestations à type de tendinopathie, de bursite, qui vont se rajouter à des douleurs musculaires déjà existantes. Donc, il est important de faire des bilans un peu précautionneux pour essayer de faire la part des choses entre les différentes présentations douloureuses que vont nous présenter ces patients, surtout qu'on va se retrouver face à une situation de durée de ces douleurs qui va majorer le ressenti et pour lequel le patient va attendre des réponses et pour lesquelles il faudra essayer de faire du sur-mesure entre la part d'arthropathie, tendinopathie, bursopathie, musculopathie, neuropathie, etc. Mesurer l'impact sur le quotidien. Donc, l'existence de limitations, restrictions de participation liées à toutes les atteintes qui auront été évoquées. Donc, si le patient, finalement, témoigne d'une situation de handicap, de perte d'autonomie, et quelles compensations sont nécessaires pour l'accompagner. Donc, ça, on va le voir un peu plus dans la prise en charge du parcours. Une petite notion sur la rééducation olfactive. Donc, on a des orthophonistes qui se sont formés à la rééducation olfactive. Et le principe, il est relativement simple puisqu'en fait, il suffisait de faire un bilan initial pour savoir d'où partait le patient et puis progressivement l'accompagner sur une exposition progressive et multimodale à différents types de senteurs pour l'accompagner dans la reconstruction de son standard olfactif. Et comme ça,
l'accompagner à retrouver certaines notions. Donc, quand je dis multimodal, ça veut dire que quand on va travailler sur la vanille, eh bien, il va falloir repenser à des souvenirs de vacances, repenser à du monoeil, à un gâteau à la vanille. À un moment où on avait fait avec les enfants un gâteau yaourt, on avait rajouté de la vanille. Donc, il faut essayer de multiplier les stimulations, les souvenirs pour essayer de refaire un petit peu le puzzle de tout ce qui constituait nos capacités neurologiques liées à cette olfaction pour une entité donnée. Donc, c'est le meilleur moyen qui a été décrit pour essayer de retrouver un petit peu, refaire un peu le standard olfactif. De manière générale, ce qui est important à retenir pour la prise en charge des patients porteurs de Covid long, c'est de toujours rester attentif aux plaintes, même celles qui peuvent paraître les plus inattendues, parce qu'elles peuvent être le support soit d'un dysfonctionnement organique ou d'une altération fonctionnelle liée au Covid long. Première action, c'est s'assurer de l'absence de souffrance d'organes, donc ça on l'a évoqué au début. Identifier les complications liées soit à la forme grave initiale, soit à des manifestations de la maladie. Avoir recours à des avis spécialisés quand on est face à un dysfonctionnement d'organes pour aller le plus loin possible dans cette notion d'écarter la souffrance d'organes. Et puis faire l'inventaire de tout ce qu'aura eu le patient, parce que ce florilège de symptômes va parfois conduire le patient à des consultations, soit aux urgences, soit avec d'autres médecins, un médecin de garde. Et donc, on peut être parfois perdu dans ce qui aura été fait, pas fait, ce qui aura été évoqué comme diagnostic. Et il faut être très attentif à cette multiplication de symptômes qui peut conduire à une déperdition d'énergie dans les différentes consultations. Donc ça, c'est les premières étapes. Et après, décliner tout ce qui peut être fait pour la prise en charge, comme ce que je vous ai exposé précédemment. Donc, nous, on a proposé des outils de dépistage qu'on a la possibilité d'utiliser parce qu'on est dans des équipes pluridisciplinaires hein, sur l'unité spécialisée. La notion d'information, parce que la pathologie, elle est difficile à saisir, elle n'est pas forcément connue de tous. Et donc, il est important de savoir dans quel cas on peut être face à un Covid long, quelles sont les attitudes à avoir. Donc, la première chose, c'est de parler de la maladie, de la comprendre et de l'identifier. En termes de dépistage pour les troubles psychologiques, ben, nous, ce qu'on utilise, c'est une échelle HAD qui permet de définir un profil anxieux ou un profil de dépression. L'existence d'un syndrome de stress post-traumatique avec l'échelle PCL5. L'échelle MOCA qui nous permet d'identifier l'existence de troubles cognitifs, même si on l'utilise avec beaucoup de précautions, parce que finalement, on sait que la part anxieuse et la part de dépression potentielle va biaiser l'analyse puisqu'elle va minorer les capacités cognitives des patients. Et donc, on l'utilise comme référence, mais on sait qu'en priorité, la prise en charge, elle va s'attarder sur les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Sur le plan global, finalement, ce qu'on propose en termes de dépistage va se retrouver dans notre unité spécialisée post-Covid et nous proposer une orientation dans différentes branches selon les présentations cliniques des patients, enfin la présentation du profil clinique, et ça on va le revoir un peu plus en détail dans le parcours. Est-ce que c'est maintenant que Anne voulait poser la question ou est-ce que je continue? Elle a baissé la main. Hein? Non. Ben, on enchaîne sur le parcours. Non. Vous ne m'entendez pas? Vous m'entendez? Oui. Oui, moi je voudrais quand même relativiser un peu. Merci pour cet exposé, hein, José Luis, mais je trouve qu'on fait des listes à l'après-vert. Je suis désolée de dire ça, mais je trouve que le Covid, ça fait tout et n'importe quoi. Actuellement, dans les cabinets, on a des gens qui vous envoient, merci de me, enfin, je voudrais avoir l'avis de mes confrères, hein. Merci de bien vouloir m'envoyer 15 jours d'arrêt, comme si c'était un dû. Avec le Covid, où on est obligé, où les gens se sont autodéclarés en arrêt de travail, et ben maintenant, on a l'impression que tout est dû et que c'est le bon système, le Covid long, ben voilà, je suis fatiguée. Ben, tout le monde est fatigué. Et il n'y a pas forcément les symptômes, on a les symptômes qui sont
qui sont la majorité dues à l'anxiété provoquée par ce Covid. Mais les Covid longs, moi je trouve, ils sont extrêmement rares. Et on déploie tout un système comme si c'était maintenant la panacée d'avoir un Covid long où les gens sont avec un dû. Moi je vous donne un exemple. On a fait une rééducation. Tu donnais la rééducation à la marche. On a convoqué une de mes patientes. On l'a complètement détraquée avec le Covid à l'hôpital en la mettant sous cortisone. Elle est revenue avec un système où elle était parfaitement équilibrée. Elle a fait un Covid, certes, on a mis sous oxymothérapie en suivant à la maison avec une corticothérapie mise pendant 1 mois. La patiente était complètement déséquilibrée. C'est une patiente qui n'a pas de voiture, qui marche à pied pour venir au cabinet. Et on lui dit, ben voilà, on va vous envoyer en rééducation pour faire de la marche. Elle me dit, mais docteur, je comprends rien. Moi, je suis obligée de marcher chez moi. Je suis obligée de marcher, j'ai pas de voiture. Pour aller prendre le bus pour aller à l'hôpital, elle faisait 10 fois plus qu'on ce qu'on lui demandait. Donc, je trouve qu'on est un petit peu hors sol. Et je trouve que les remarques et le système, c'est pour ça que je voudrais bien savoir ce qu'en pensent mes confrères. Le Covid a eu un changement sociétal avec un système d'anxiété généralisée. Et je pense que beaucoup sont mis dans le système Covid long, dans une anxiété, mais qui est générée par la situation qu'a eu le Covid. Et actuellement, on est à 2 ans ou 3 ans après. J'ai un patient voilà, qui mérite le titre de Covid long, surtout ceux qui ont eu le Covid. Donc, je voudrais bien avoir le retour de mes confrères en ville. On peut en continuer. Il n'y a pas de réaction. Ah, merci, c'est juste terrible. On continue. On continue. Ah, attendez. Docteur Maxime a levé la main. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Docteur Maxime, allez-y. Oui, bonsoir. Voilà, pour réagir à ce que disait Dr. Cricket Ayotte, j'ai eu, plutôt quand j'étais remplaçante, donc sur la période de 2020 à 2021, beaucoup de patients présentant des symptômes qu'on pouvait rapporter au Covid long. Et là, je me suis installée depuis le mois de septembre 2022. Et actuellement, ben pareil, j'en ai beaucoup moins. Pour ne pas dire aucun. Depuis 6 mois, honnêtement, j'ai vu aucun patient pouvoir rentrer dans cette catégorie. Mais c'est vrai que, enfin, je suis d'accord sur le fait que la crise a changé finalement le rapport médecin-malade et a provoqué une anxiété majeure, mais que je vois de moins en moins effectivement au cabinet. Et donc, je pense que ça va aussi avec finalement épidémiologie, avec la réduction du nombre de cas. Donc, forcément, ben, moins de cas de Covid, ben, moins de cas de Covid long. Donc, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de retours d'expérience à faire là-dessus. D'autres retours? Peut-être le mien. Allez-y, docteur Cricket, après c'est docteur Maxime. Ah, j'ai coupé le micro. Attendez, excusez-moi. Allez-y. Oui, merci. J'avais le micro désactivé. Je pense, moi, je suis d'accord avec Aurélie. On a eu ça au début. Maintenant, on est à 3 ans. Il n'y en a quasiment plus. Et dans le système de la rééducation qui avait été faite, c'était en déconnexion avec la ville. Moi, je trouve que la ville a été complètement exclue du système Covid. Et on s'est récupéré. On avait à prendre des patients sans oxygène
à trouver comment on pouvait à se débrouiller. Je trouve que ça a généré une anxiété majeure chez les soignants de ville, avec une non-reconnaissance du travail qui a été fait en ville, avec un manque de moyens et avec des moyens mis à l'hôpital qui étaient totalement disproportionnés avec le manque de moyens qu'on avait en ville et où on a dû s'adapter et faire avec les moyens du bord. Donc actuellement, les patients, ils nous en sont reconnaissants. Quand ils ont été hospitalisés avec Covid long, moi je pense que c'est le contraire. Maintenant, ils n'ont plus qu'une envie, c'est de tourner la page et que vraiment les signes 2 ans après cette épidémie de Covid, maintenant, ils sont totalement amoindris. On est après la bataille. Docteur Tignac, vous avez levé la main. Bonsoir. Donc, moi, j'ai eu quelques patients Covid long. C'est vrai que comme tout le monde, j'en ai beaucoup moins, mais j'ai encore une dame qui vient juste de finir. Donc, que j'avais adressé donc par la filière en MPR, là, qui vient de finir sa rééducation avec une APA. Et ça l'a quand même bien aidé. Enfin, je trouve qu'il y a une bonne progression parce que je pense que la rééducation ne se limite pas à la marche. J'en ai eu 2 autres qui ont fait beaucoup de rééducation cardiovasculaire avec le rythme cardiaque, etc. Donc, je pense que c'est sûr qu'il n'y a plus beaucoup de Covid, mais moi, j'ai encore une patiente qui vient de terminer, 2 qui ont terminé, qui vont déjà mieux, et puis une que je surveille. Donc, c'est vrai qu'il y en a vraiment plus beaucoup, mais peut-être être quand même attentif. Alors, pas forcément Covid long, rééducation, marche et tout ça, mais peut-être tout ce qui est trouble de la mémoire, trouble cognitif. J'avais l'impression, moi, qu'il y avait aussi un souci à ce niveau-là par rapport au Covid long. Merci, docteur Tignac. Docteur Maxime. Oui, non, j'ai rien à rajouter. Je pense que mon téléphone bug. Donc, je sais pas, j'arrive pas à faire baisser la main, mais j'ai rien de plus à rajouter pour l'instant. Merci. D'accord, merci. Docteur Barnet, vous continuez, vous poursuivez? Ouais. Okay. Ça, voilà. Je pense que dans la salle à l'Union, vous avez peut-être un portable allumé, c'est pour ça qu'il y a des Larsen. Ok, donc pour poursuivre, effectivement, donc je vais continuer, après je vais commenter si vous voulez, mais je suis assez, et les choses sont relativement claires, hein, donc dans ce qui nous est transmis par le national, on sait bien que parmi les patients qui vont présenter des symptômes, ben on va avoir finalement 10% des patients qui sont contaminés qui vont présenter des formes complexes. Comment ça se manifeste sur nos territoires où finalement on a été touché par différentes vagues? Et ben, les estimations nous amènent finalement à imaginer que sur le territoire, il y aurait 1088 patients avec des formes complexes de Covid. Donc, c'est sûr que sur l'ensemble des cabinets, ça représente pas beaucoup de personnes. Pour se faire une idée, c'est moitié moins que la prévalence de patients porteurs de Parkinson. Donc, forcément, ça représente pas énormément de patients, mais c'est vrai que ces 1000 patients vont présenter des limitations dans leur quotidien et vont avoir besoin d'un accompagnement spécifique. Pas forcément une rééducation standard, ni spécifiquement la marche, ou etc. Mais à chaque fois, ça va être du sur-mesure. Et c'est pour ça que on a pensé à proposer un parcours qui serait adapté à ces patients-là. Et effectivement, même s'il y en a de moins en moins, ceux qui vont rester vont être les plus complexes et vont avoir besoin d'un accompagnement pour lequel, effectivement, votre place est primordiale parce que c'est vous qui les connaissez, ces patients-là, c'est vous qui les voyez, qui les gérez, qui connaissez un peu leurs histoires et qui allez identifier à quel moment finalement ces patients-là, ils vont avoir besoin effectivement d'un recours spécialisé ou d'une approche un peu spécifique parce que soit il faut faire la part des choses entre ce qui est évoqué comme de l'angoisse et qui va être surjoué ou ce qui va éventuellement nécessiter d'un appui particulier. Donc l'idée c'était d'avoir, mais effectivement même si il aurait été beaucoup mieux d'avoir ce dispositif un peu plus tôt mis en place
parce qu'on aurait répondu à des problématiques un peu plus importantes. Donc, tant mieux que les choses soient rentrées dans l'ordre. Mais la proposition, c'est toujours d'avoir le premier recours avec le médecin traitant qui va savoir orienter avec les traitements de première ligne, la prise en charge en rééducation, l'orientation vers des spécialistes d'organes ou des psychologues, des orthophonistes, etc. Tout peut continuer à se faire sur la supervision du médecin traitant. Et ce qu'on propose, c'est que une fois avoir écarté les pathologies d'organes ou les complications potentiellement graves, eh ben, on peut être amené en lien avec le DAC, si on se trouve face à des situations complexes, à proposer une orientation dans une unité spécialisée que nous, on a mis en place, parce que finalement, ça nous demandait pas beaucoup plus de moyens que ce qu'on fait habituellement, puisqu'on est confronté souvent à ces profils de patients avec soit des maladies neurologiques ou des maladies ostéo-articulaires complexes pour lesquelles eh ben, la prise en charge pluridisciplinaire est de rigueur, et donc on déploie des outils qu'on maîtrise déjà pour l'évaluation standardisée et l'accompagnement de ces personnes avec une gradation selon la présentation des symptômes. Donc, une fois qu'on a passé les 2 premiers mois et que les choses perdurent, que les patients sont difficiles à gérer ou à coordonner en libéral, eh ben, on peut faire appel au DAC ou orienter directement les patients vers l'unité Covid long pour la prise en charge pluridisciplinaire, dans un premier lieu en évaluation, puis en orientation et en accompagnement, toujours en lien avec le médecin traitant qui reste au cœur de la prise en charge. Donc, l'unité spécialisée, elle va faire le tri de ce qui est important, ce qui est grave, ce qui est pas grave, ce qui est potentiellement surjoué, ce qui est potentiellement pas objectivable, pour orienter dans différentes filières. Alors, on a essayé de matérialiser ça par des couleurs, parce qu'on va trouver des patients qui vont présenter, donc là on est sur le vert, des formes assez légères pour lesquelles eh ben, c'est principalement des conditionnements à l'effort qu'on va gérer ou des douleurs chroniques et sur lesquelles on pourra s'appuyer sur des kinés ou des enseignants à pas. Ça, c'est une petite originalité qui est intéressante pour prolonger un peu la prise en charge et le reconditionnement à l'effort. C'est l'intégration dans la filière de soins des enseignants à pas par le biais des associations, et grâce aussi à un financement qu'on a pu obtenir avec l'ARS pour des prises en charge sur une série d'une vingtaine de séances prises en charge intégralement pour les améliorer dans la gestion de l'effort. Donc ça, c'est pour les formes les plus simples, ambulatoires, en lien avec le médecin traitant, un programme de soins qui sera proposé en sortie de prise en charge sur l'unité, avec un accompagnement en libéral. Les formes les plus complexes pourront Excuse-moi, José Louis. Ça veut dire que les APA seront payés? Comme les prises en charge post-AVC ou les patients porteurs de pathologies un peu plus invalidantes. Les présentations avec une orientation plutôt pneumologique sont orientées vers les pneumologues. Alors, l'hôpital de jour du CHU propose des choses, mais il n'y a pas une orientation exclusive puisque ça peut relever aussi des pneumologues de ville. Si les patients sont déjà suivis ou préfèrent aller en ville, on peut les orienter assez facilement puisque la dimension pneumologique, elle va être importante. Le pneumologue va faire la part des choses entre la notion d'une atteinte parenchymateuse pour laquelle il va recommander une nouvelle imagerie ou des EFR et si nécessaire, réorienter les patients en SSR spécialisé respiratoire, par exemple à la clinique Saint-Paul. Sur la dimension cardiologique, l'approche, elle est la même. On mesure l'impact de la plainte cardiaque, le dysfonctionnement d'organes qui sous-tend les symptômes et la nécessité pour le cardiologue d'aller plus loin avec un test d'effort, avec un ECG, avec une MAPA, etc. Tout ce qui relève de sa prise en charge et à l'époque où ça fonctionnait encore, une orientation en réadaptation cardiovasculaire à la clinique Saint-Paul. Pour les troubles sensoriels, la possibilité d'orienter les patients vers les ORL qui avaient aussi une évaluation standardisée, qui estimait la nécessité de faire des fibroscopies ou une IRM de la base du crâne à la recherche de lésions parenchymateuses, et puis une orientation vers les orthophonistes en libéral pour la rééducation olfactive pour l'accompagnement des patients. Sur les syndromes douloureux, selon les critères qui nous étaient fournis par le centre de la douleur, eh bien, on pouvait les orienter assez rapidement avec des indices qui nous permettaient de déclencher une alerte un peu rapide. Et s'il y avait un retentissement fonctionnel, on faisait un suivi conjoint avec le CETD et le service de MPR. L'existence de troubles cognitifs, après avoir décrypté l'existence de troubles anxieux, troubles dépressifs ou de syndrome de stress post-traumatique, eh ben, on mesurait
la persistance du trouble cognitif et la nécessité d'orienter les patients soit en consultation mémoire, s'ils étaient d'une population gériatrique, soit en unité d'évaluation neurocognitive pour les populations non gériatriques, comme ça se fait à Mangovulsin, en unité donc neurocognitive, ou pour les atteintes psychiatriques, psychologiques, thymiques, une orientation soit vers les CMP, mais vous savez mieux que moi les difficultés qu'on peut avoir à toucher les CMP. On a tenté une coordination avec les psychiatres, mais ce qui a été un peu difficile. La seule entité qui fonctionne, c'est la consultation post-trauma, qui est une consultation dédiée et qui nous permettait d'orienter les patients pour lesquels on avait des facteurs d'alerte de syndrome de stress post-traumatique, qui nous a permis d'orienter 3 ou 4 patients qui en avaient réellement besoin. Et puis on a aussi les services de soutien sur la dimension médico-sociale avec la MDPH, la CTM qui avait proposé un dispositif Tchambenoula, la CGSS qui propose aussi une prise en charge en psychologie et en APA, mais pour laquelle on n'a pas eu beaucoup de recours. On attend des discussions avec la CGSS pour préciser un peu ce dispositif. Le recours au DAC pour les situations complexes, soit en orientation sur la plateforme, soit en suivi, en lien avec le médecin traitant. Et puis, autant que possible, faire le lien avec les CCAS parce qu'on se trouve aussi face à des situations de précarité qui nécessitent une alerte parfois, pour certains cas. Toujours au cœur du dispositif, le médecin traitant, par le biais de la CPTS qui peut nous alerter sur des patients qui relèveraient d'une prise en charge spécialisée ou de manière à ce que nous, on puisse aussi fournir les informations pour le suivi des patients dans le parcours qui est proposé selon la complexité pour une meilleure coordination. Le lien aussi avec la médecine spécialisée parce qu'on a observé parfois des persistances de néphropathie, l'existence ou la mise à jour de pathologies articulaires, donc en lien avec les rhumatologues, ou la médecine interne pour l'existence ou la décompensation de pathologies préexistantes. Le DAC, nous avons travaillé avec le DAC pour la coordination. Donc, l'idée était de mettre en place aussi une information aux patients parce que parfois, dans ces pathologies, tout le monde s'invente un Covid long, mais il y a ceux aussi qui l'ont vraiment. Et parfois, ce qui peut être intéressant, c'est d'expliquer les choses comme on le fait dans la maladie chronique, dire à quel moment ça peut l'être, à quel moment ça ne l'est pas. Parce qu'on est face à une population qui est de plus en plus en demande de compréhension, d'explication, et pour laquelle on peut apporter une information pour rationaliser un peu les plaintes et aussi gérer les angoisses. Et donc, on voit que le lien avec le DAC peut se faire sur le Covid long avec un recours à une unité spécialisée. Si on coche les cases, parce qu'on s'est mis aussi des outils de dépistage en lien avec le médecin traitant par le biais d'un appel où on peut avoir une checklist et si on coche suffisamment de cases, on peut être orienté vers l'unité spécialisée ou simplement être accompagné sur des aides complémentaires, en particulier sur le médico-social. Donc le lien avec le DAC, il est utile pour orienter les quelques 1000 patients qu'on peut estimer sur la Martinique. La prise en charge sur notre plateforme, donc c'est ce qu'on propose, mais je vous en ai déjà parlé. Et pourquoi c'est important pour certains patients d'avoir cette approche-là? Parce que on se trouve face à un cercle vicieux où le déconditionnement à l'effort manifesté par les dyspnées va induire une perte d'autonomie, une angoisse, une fatigabilité qui va majorer le déconditionnement à l'effort, etc. Et donc, c'est des patients qui, face à la persistance des symptômes, vont se retrouver en situation d'échec parce qu'ils veulent retourner dans l'emploi, parce qu'ils sont isolés, parce qu'ils perdent des sous. Et finalement, ils sont en demande de solutions pour pouvoir soit être réinsérés, soit être améliorés dans leur état de santé. Donc, nous, ça c'est plus pour décrire notre approche. Donc, la classification internationale du fonctionnement nous permet d'identifier à quel moment on se trouve face à une vraie situation de handicap et donc faire l'inventaire de l'impact de la maladie sur la vie du quotidien et voir comment finalement on peut accompagner ces patients dans un programme de rééducation, mais on s'est simplement basé sur ce qu'on fait habituellement face aux patients porteurs de handicap, le plus souvent d'origine neurologique. Donc l'idée, c'est de définir avec le patient des objectifs parce que dans le handicap ou la maladie chronique, on ne peut pas proposer de guérison. Donc on propose un accompagnement et pour cela, on identifie là où la pathologie induit un impact, une limitation, une perte d'autonomie et on essaie de se fixer des objectifs
Alors, on utilise l'acronyme SMART pour identifier des objectifs qui soient spécifiques, le plus possible personnalisés, adaptés à la réalité des personnes, donc dans leur environnement, avec leur histoire, des objectifs qui soient mesurables, identifier des critères, mettre en place des tests pour objectiver une amélioration, qui soient adaptés par rapport à la réalité du patient, les moyens qui peuvent être mis en œuvre, les outils qui sont utilisés, des objectifs qui soient réalistes, parce qu'on ne peut pas proposer de guérison, donc il faut qu'on arrive à identifier des choses qui soient atteignables, même si on peut réévaluer dans le temps et finalement se dire, à chaque fois, on augmente l'objectif et on va toujours plus loin, mais se donner aussi des éléments de mesure dans le temps pour dire à quel moment on a progressé, pas progressé, stagné, et c'est comme ça qu'on arrive finalement à mettre un pied devant l'autre quand on est face aux situations les plus compliquées. Donc, nous, ce qu'on propose sur la plateforme, c'est effectivement une évaluation standardisée avec une évaluation de la condition physique, le kinésithérapeute qui fait le bilan ostéo-articulaire, les amplitudes, la force motrice, l'existence de douleur, quel type de douleur, quelle intensité. L'enseignant APA qui va mesurer, qui va faire des tests d'effort avec la mesure des paramètres vitaux, un test de marche, un test assis debout pour objectiver cette notion de déconditionnement et de manque de tolérance à l'effort. Une diététicienne qui permet de faire le bilan nutritionnel, une évaluation psychologique, donc on en a parlé précédemment, on fait l'inventaire entre les troubles thymiques, le syndrome de stress post-traumatique, l'existence de troubles cognitifs qu'il va falloir monitorer dans le temps, une évaluation médicale complémentaire de tout ce qui aura été fait précédemment, c'est plutôt à visée de synthèse, identifier les diagnostics différentiels, mesurer l'impact sur les capacités fonctionnelles, poser le diagnostic de Covid long de manière effective, si tant est qu'il y ait eu un doute précédemment, et puis proposer une orientation dans le parcours et un programme de soins en lien avec les acteurs du territoire, puisqu'il ne s'agit surtout pas de garder les patients à l'hôpital, puisque comme ça a été évoqué précédemment, en majorité, ce sont des patients qui rechignent beaucoup à revenir à l'hôpital parce qu'ils ont déjà subi beaucoup de choses et ils viennent le plus souvent à reculons quand on leur dit que ça se passe à l'hôpital. Alors, quand on dit Mangovulsin, ils font la part des choses entre la MENA et Mangovulsin, donc parfois ils sont un peu rassurés. Mais globalement, l'hôpital, c'est un lieu qui fait peur, donc les patients, ils viennent à reculons ou s'ils ont vraiment pas le choix. Donc, juste pour terminer, je voudrais témoigner de ce qu'on a pu observer grâce au travail de thèse d'un de mes internes, donc qui a soutenu sa thèse le 5 avril, donc assez récemment. Donc, on s'est attaché à identifier les profils de patients qui ont été pris en charge sur notre plateforme. Puisqu'on avait commencé la prise en charge, on a eu au début beaucoup de patients et puis de moins en moins au fil du temps. Donc, je ne vais pas repartir sur les généralités, mais on sait qu'on a été lourdement impacté. Donc, l'estimation du chiffre attendu de patients Covid long, on l'a eu, c'est un peu plus de 1000 patients a priori. Ce qu'on observe, c'est que finalement, nos patients pris en charge sur la plateforme, ils étaient 161. En moyenne, ils consultaient 7 mois après l'infection. Et ces patients étaient majoritairement des femmes, avec un âge autour de 55 ans, en priorité avec des comorbidités comme l'obésité, l'hypertension et le diabète, donc ce qui correspond malheureusement à une partie de notre population la plus fragile. Et donc, ces patients-là, en grande partie, n'étaient pas vaccinés, avaient bénéficié pour 66% d'hospitalisation, donc 33% en réanimation. Un grand nombre avaient bénéficié d'une oxygénothérapie. Donc, des patients potentiellement graves, ce qui peut expliquer aussi pourquoi ils ont la persistance de symptômes, a priori, mais on a vu dans l'exposé que ce n'est pas exclusivement pour ceux qui ont été hospitalisés, mais ça, c'est les patients qu'on a vus sur la plateforme. Des patients qui, aux différentes évaluations, étaient jugés comme plutôt actifs, finalement. On avait 42% d'inactifs, mais quand même 52% de patients définis comme actifs. Des patients qui avaient plutôt de bonnes performances sur les tests de marche, puisqu'on était quand même à 455 mètres sur les tests de marche. Et finalement, c'est des patients qu'on a orientés pour 11% en hospitalisation de jour, parce que globalement, ils étaient assez graves, et plutôt 80% qui ont bénéficié de prise en charge en libéral, en kinésithérapie, pour lesquels ça suffisait. Et pour 70% d'entre eux, on les a orientés en APA parce qu'il y avait cette dimension de déconditionnement à l'effort pour laquelle on savait que la kinésithérapie elle seule ne suffisait pas et l'APA permettait d'accompagner ces patients vers une autonomisation
parce que c'est reprendre goût à faire des efforts, c'est varier les efforts et c'est aussi l'espoir de les réorienter vers une reprise d'activité physique ou une découverte de l'activité physique par le biais des clubs, des associations ou en autonomie, parce que c'est aussi ça le rôle des APA, de faire le switch entre les accompagner dans la pratique d'activité physique. C'est des patients qui principalement on retrouvait les mêmes symptômes que dans la littérature, hein. Donc la dyspnée à l'effort, l'asthénie, l'insomnie, les plaintes douloureuses, le brouillard cérébral, quelques symptômes mineurs qui étaient retrouvés, pas plus que dans la littérature. Et c'est des patients qui, lors des évaluations, on retrouvait aussi 35% de dépression, 21% d'anxiété, 20% de syndrome de stress post-traumatique, 8% de troubles cognitifs. Donc, c'est une plainte qui revient, mais comme j'ai évoqué précédemment, c'est surtout manifesté par les troubles anxieux et les troubles dépressifs liés au contexte, liés au changement de la société, peu importe, mais effectivement, ça avait un impact réel sur leur réalité, sur leur quotidien. On retrouvait quand même 46% de patients avec un examen neurologique modifié, une baisse de la force musculaire pour 51% des patients, quelques troubles sensoriels, un tiers des patients, des douleurs thoraciques évoquées pour 15% des patients, des notions de palpitation qui étaient expliquées par rien d'autre que cette notion potentielle de Covid long. Des patients, donc ça on l'a évoqué tout à l'heure, le score de Ritchie-Gagnon permettait d'évaluer la sédentarité. Donc 42% étaient inactifs. Les tests de marche, donc je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on estime que les sujets sains, ils parcourent 571 mètres, plus ou moins 90 mètres. Donc finalement, on est chez des patients qui ont des performances pas si mauvaises que ça quand on les teste, mais c'est sur la prolongation de l'effort, la répétition de l'effort, que finalement on va retrouver des plaintes et des patients qui vont nous expliquer qu'ils sont plus comme avant, qu'ils sont plus leur corps comme avant. Et l'impact sur le côté social, économique, etc., c'est une réalité, c'est 29,78% des patients qui étaient encore en arrêt de travail et finalement 16% des patients qui avaient repris un travail à mi-temps. Donc, ce qui n'est pas négligeable puisqu'on a vu qu'en moyenne, c'est des patients de plus de 50 ans. Plus de 50 ans, difficulté de reprise du travail, ben, c'est une population fragile, c'est un risque de passage à la précarité. Pour peu de patients, effectivement, c'est 1000 patients sur la Martinique, mais c'est une frange de la population pour lesquelles on n'a pas réellement de solution, parce que retrouver du boulot, partir dans une adaptation de poste, quand on a 50 ans et qu'on se trouve face à ces difficultés de santé pour lesquelles on n'a pas de solution toute faite, et ben, finalement, ça peut représenter une difficulté importante, puisqu'on voit que c'est une population fragile, en majorité une population de femmes dans notre cohorte. Donc, population fragile, porteuse de comorbidité. La notion de la vaccination, mais ça, on ne va pas refaire le débat, hein, c'est tout ce qu'on a vécu. Une population précaire dans un territoire avec une grande précarité. Une maladie qui, finalement, est peu connue des patients, des professionnels de santé qui ne sont pas forcément habitués à cette problématique-là, pour lesquels, ben, finalement, l'information peut aider à faire la part des choses. Alors, il y a un risque effectivement d'un rebond de consultation pour des motifs, mais on peut avoir des outils aussi pour faire le tri, pour faire la part des choses. La notion de chronicité qui nous amène à cette notion d'éducation à la santé. Et puis, une réalité qui est l'impact sur la vie des gens, sur le retour à l'emploi, sur le côté social, financier, etc., qui va nécessiter une attention particulière pour ces patients-là, qui ne représentent pas une grande partie de la population, effectivement, mais qui représentent une partie fragile de la population. Donc, voilà un peu les éléments que je voulais partager avec vous. Donc, vous dire que la plateforme, elle existe, elle se rajoute aux outils qui existent sur le territoire et permettent, si nécessaire, de répondre à des problématiques pour certains patients qui sont les plus fragiles. Et pour lesquels, finalement, on va aussi apporter des données pour la compréhension de ce qui arrive à notre population, de ce qui se passe face à cette problématique de santé et pour laquelle il est important qu'on reste du coup dans le partage, la collaboration pour essayer de si possible, réduire l'impact de cette maladie. Merci, docteur Barnet. Et docteur Tignal, on t'écoute.
Oui, je voulais savoir, merci pour cette intervention. Et je voulais savoir, donc, pour résumer, si j'ai au cabinet un patient Covid que je suspecte Covid long, alors que je suspecte Covid long, ou bien il a des difficultés respi, cardio, je ne sais pas comment cibler, comment faire le bilan, ou bien une répercussion sociale. Mettons, il travaille pas, il est fatigué, j'ai mis un peu de kiné, d'appât, je me sens pas, il suffit en fait d'aller avec le mail et de là, une fois qu'on a rempli le mail, c'est MPR ou bien j'appelle la DAC. Qu'est-ce qu'est le parcours simple pour le médecin? Parce que si on a plusieurs parcours, qu'est-ce que je fais d'emblée? Alors, les deux sont possibles. Le mail covidlong@chu-martinique.fr, ça fonctionne. Et si vous n'avez pas le mail sous la main, le DAC pourra réorienter aussi. Donc, en fait, les deux sont possibles. La voie directe par le mail, comme ça, on répond, on planifie. Et si vous n'avez pas le mail sous la main, vous ne savez pas c'est quoi le numéro, le DAC, eux, ils savent et ils sauront vous orienter directement vers nous ou nous retransférer la demande. D'accord, parce que par mail, j'avais une patiente, elle n'est pas Internet, une petite dame âgée, ça a été un peu compliqué pour elle. Parce qu'il me semble dedans, si on remplit, s'il y a un oui ou un non, je crois que c'est un programme un peu déroulant. Dans le mail. Oui, il y avait un questionnaire qu'on avait mis, mais c'était un peu un bricolage qu'on avait fait pour rendre l'accès facile. Mais après, comme les structures existent pour ça, le DAC, ils vont faire le job. Et si vous êtes informatisé, vous voulez transférer un compte-rendu de consulte, vous nous l'envoyez par mail avec les coordonnées de la patiente et nous, on la recontacte et on fait le nécessaire. Voilà, oui, parce que c'était un petit peu compliqué. Pour certains patients, j'ai eu du mal avec le mail, mais c'est vrai que je suis passée du coup par la voie classique, MPR, rendez-vous, et madame a été reçue, mais qu'on ait un parcours facile, et quelle que soit la question, au DAC, on va poser telle ou telle question, ils vont orienter le patient, nous tenir au courant, on aura toujours des retours. Et autrement, pour information, moi j'ai une patiente donc, qui a eu une kiné, qui a eu une APA, j'ai fait une ordonnance et ça a été pris en charge. Le monsieur de l'association m'a dit le type à écrire, j'ai donné l'ordonnance, elle m'a dit c'est bon, elle a été prise en charge. Et c'était pas, elle a eu de la kiné pour autre chose, mais elle a eu une APA aussi, cette dame. Super. Donc si le parcours est simplifié, voilà, quel que soit le souci qu'on ait, on peut par exemple faire DAC et puis dire j'ai tel souci, on m'y répond. Voilà, que ça soit plus simplifié, parce que c'est vrai que comme c'est multiple, toutes les étiologies, tout ce qu'on peut avoir comme symptômes dans le Covid, on s'y perd un petit peu en même temps, quoi. Et dernière question, puis je vous embête pas, si je vous embête quand même, je reviens sur mes problèmes cognitifs. Excusez-moi, il y a le chien. Sur les problèmes cognitifs, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il y a de la rééducation? Est-ce que si c'est une personne âgée, on envoie un analgésie gériatrique ou vous avez une prise en charge spécifique? Nous, on fait le dépistage initial. Si effectivement c'est des personnes âgées, on fait le lien facilement, soit avec l'hôpital de jour gériatrique, soit avec la consultation mémoire. Et puis, on s'attarde beaucoup avec la psychologue à faire la part des choses entre anxiété, dépression, parce que ça puise beaucoup dans les ressources cognitives. Et donc, avant de partir bille en tête sur des troubles cognitifs, parce que finalement, on en a peu qui perdurent des troubles cognitifs, mais on va s'attarder sur cette partie-là. Alors finalement, soit c'est les CMP, mais c'est difficile, soit on oriente autant que c'est possible vers des psychologues en ville, soit si c'est vraiment, il y a d'autres thématiques, on les prend sur notre hôpital de jour pour gérer tout ce qui va être cognitif, déconditionnement à l'effort, sur des séjours de 4 à 6 semaines pour essayer de les accompagner au mieux. Ok, merci. Bonjour, je peux parler avec vous? Vous m'entendez? Allô? Allô? Oui, docteur Taranu, vous pouvez y aller, on vous entend. Ok, merci. Je voudrais savoir si cette maladie longue durée peut être considérée comme maladie professionnelle. Parce que sont beaucoup d'infirmières qui ont tombé malades avec ça, a des séquelles après ça. Et je voudrais vous dire que moi aussi, je suis encore avec grosses séquelles avec cette maladie.
et n'a pas été accepté maladie professionnelle quand j'ai fait seulement la demande pour 100% parce qu'il a été insuffisance respiratoire trop grande avec oxygénothérapie beaucoup de temps, a été accepté seulement pour 1 an, mais pas plus. Et après, ça finit, mais n'a pas été accepté comme accident de travail. Et c'est pas normal. Et en plus, j'ai des patients qui ont eu ce problème, a un COVID longue durée, a des problèmes respiratoires, et je ne peux pas lui demander 100% plus de 1 an. Il a eu, par exemple, 100% pour COVID, ALD très grave parce qu'il a été en réanimation, mais a été seulement pour 1 an, pas plus. Mais il a encore des séquelles. Et je ne peux pas lui demander encore prolongation de 100% ALD post-COVID. C'est pas normal. Qu'est-ce que vous proposez en cette situation? Alors, nous, on avait eu au début des discussions avec des médecins de la Sécu qui nous avaient expliqué que face à des demandes documentées, ils accepteraient. Maintenant, on n'a pas eu de nouveau cette discussion, mais c'est vrai que on est en attente, et on en avait parlé aussi avec l'ARS, d'avoir cette discussion avec les médecins de la Sécu, parce qu'on est il y a des cas, alors même si, encore une fois, ils sont pas nombreux, il y a des cas comme exactement ce que vous décrivez, pour lesquels eh ben, il nous faut trouver des solutions. Et même si le cadre il n'est pas facile à identifier, il faut qu'on ait cette discussion avec les médecins de la Sécu. Et pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est fait. Nous, on a quelques demandes qui ont été acceptées en termes d'ALD qui dépassaient les 1 an, avec des demandes motivées pour des patients qui ont eu des séquelles importantes. Sur la notion de maladie professionnelle, on a aussi quelques personnes qui ont eu la maladie professionnelle pour le Covid. Et donc, avec la persistance des symptômes, on arrive à les accompagner sur cette dimension-là. Maintenant, sur la survenue d'un Covid long identifié comme maladie professionnelle, on n'a pas encore eu ce cas de figure et j'imagine que ça peut être assez compliqué à justifier, même si bon, on a des expériences cliniques qui sont là, mais je pense que ça doit demander une argumentation et ça ne doit pas être facile. Merci beaucoup, mais je voudrais vous dire que j'ai fait un scanner la semaine dernière et il m'a dit aussi que j'ai des séquelles post-Covid dans tous les 2 poumons. Je ne peux pas vous dire que je peux respirer mieux, non, je ne peux pas monter l'escalier plus d'un étage. J'ai une insuffisance respiratoire post-Covid qui a resté, même si j'ai arrêté l'oxygénothérapie, c'est bien, ça c'est bien. Mais j'ai encore une insuffisance respiratoire. Mais ça signifie Covid post-longue durée. Et n'a pas été accepté accident de travail. La ALD, ça finit après un an et je suis obligée de prendre des médicaments et faire des traitements, scanner et tout ça, même s'il n'est pas pris en charge de 100%. Mais et j'ai encore des problèmes respiratoires, c'est pas seulement moi, sont encore 2 personnes, dont des mêmes patients qui sont pareils comme moi, et ils ne sont pas bons pour travailler. Moi, je travaille. Je travaillais avec l'oxygène aussi. C'est pas grave. Pour moi, c'est facile à travailler. Mais les gens qui travaillent avec un effort physique plus, ils ne peuvent pas travailler. Quand dans ces cas-là, c'est bien. Et comme ça, c'est pas bon. C'est bien de se rapprocher peut-être des pneumologues pour aller plus loin dans l'investigation parce que même si il faut mesurer en fait, c'est ça qu'on voit dans cette pathologie, c'est que chacun des symptômes, il faut essayer de voir quel est le substrat physiologique, fonctionnel ou organique qu'il y a derrière. Parce que même si à la fin, on peut être amené à dire finalement, il n'y a pas grand-chose, mais dans certains cas, on trouve des choses
et il ne faut pas négliger cette partie-là. Donc, peut-être qu'il faut refaire des EFR, peut-être qu'il faut revoir régulièrement le pneumologue, discuter d'une prise en charge adaptée. Je fais rien, parce que le pneumologue m'a dit qu'il ne connaît pas cette maladie. Etc., etc. Parce qu'il faut vraiment faire la part des choses. S'il y a un trouble de transfert des gaz, une diminution de la DLCO, une fibrose qui est apparue, etc., il faut aller jusqu'au bout dans les investigations parce qu'il y a des choses qui existent et c'est décrit dans la littérature, donc ce n'est pas quelque chose d'inventé. Donc, il y a des arguments qu'il faut mettre en avant pour avoir la couverture et une prise en charge optimale. C'est une fibrose pulmonaire que vous ne connaissez pas si va passer ou pas. Le pneumologue m'a dit ça. Dans le cas de Covid, il ne connaît pas si cette fibrose va passer ou pas, ou combien de temps il a besoin pour diminuer. Ok, j'ai déjà 1 an et demi, il s'est diminué, mais il y a encore. J'ai une Covid longue durée, j'ai une insuffisance respiratoire, mais c'est ça. On va vivre avec ça. Merci beaucoup pour tout et pensez que ce sont des gens comme moi qui peut-être ont une insuffisance respiratoire chronique après le Covid et cette fibrose ne peut pas être traitée parce que cette fibrose reste. Et il y a une insuffisance respiratoire chronique. Et ça doit être pris en charge pour les gens, pour ne laisser pas lui faire des choses avec effort physique ou des choses comme, je ne sais pas, un travail avec gros effort. Moi, je peux travailler, même si j'ai cette insuffisance, mais autres gens ne peuvent pas travailler, par exemple, à la banane ou faire autre chose. Ils ne peuvent pas, s'ils ne peuvent pas respirer bien. Ok, cette fibrose n'a pas fini. Pas pour tout le monde. Ce sont des gens qui sont bien, mais ce sont des gens après Covid qui ont cette insuffisance respiratoire avec une fibrose chronique. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. Il doit être pris en charge 100%. Il n'est pas encore. Et peut-être pour les gens qui sont comme professionnels de santé, comme moi, doit être aussi considéré accident de travail. Mais il n'est pas accepté pour le moment. Ça sont des choses que vous devez penser. OK, merci. Merci. Bonne soirée. D'autres questions? Vous pouvez lever la main ou écrire dans le chat si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pas de questions. Le discours était suffisamment clair, l'exposé aussi. Je remercie encore. Ah, il y a une question? Il y a quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un qui lève la main, non? Martine qui dit pas de question. Merci pour cette présentation exhaustive et intéressante. Je pense qu'il était important qu'on fasse le point sur cette pathologie Covid long et qu'on ne se fourvoie pas à penser parfois que certaines personnes se cachent derrière un Covid long pour ne pas peut-être aller travailler ou pour ne pas reprendre une activité professionnelle qu'elles avaient avant. Et c'est bien qu'on ait pu avoir des pistes pour pouvoir détecter et chiffrer, si c'est nécessaire, un Covid long et surtout comment les orienter quand nous, on est peut-être un peu dépassés. Merci beaucoup, José Luis Barnet. Comment? Ah, on va vous envoyer le post-test, c'est ça? Par mail, que vous allez nous renvoyer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. Bonne soirée à vous. Là, c'est intéressant parce que on ne sait pas trop